quel sens donnes-tu, José, à la pandémie actuelle, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel? Qu'est-ce que cette crise, cette épreuve a à nous enseigner? Écoute, c'est une question difficile parce que souvent le sens d'un événement apparaît après l'événement. Donc peut-être que le sens de cette crise apparaîtra plus clairement à la fois collectivement et individuellement dans un an, dans 10 ans. Là, on est dans l'événement, donc on essaie de trouver du sens. Déjà, je constate que individuellement, les gens sont en quelque sorte coincés chez eux, en tout cas, sauf pour évidemment les infirmières, les médecins et puis les caissiers, les caissières. Il y a pas mal de gens qui travaillent quand même. Mais pour les gens qui sont vraiment coincés chez eux, j'ai constaté sur Internet un nombre très très important de méditations qui étaient proposées. Par exemple, je vois John Kabat-Zinn qui donne des méditations tous les soirs. Hein. John Kabat-Zinn, c'est vraiment celui qui a mis en place la méditation de pleine conscience. Et puis par ailleurs, voilà, il y a beaucoup d'instructeurs, d'enseignants qui proposent disons, des rencontres ou des partages gratuits sur Internet. Et c'est assez suivi en fait. Moi-même, modestement, j'ai donné tous les soirs, je continue d'ailleurs des enseignements sur la non-dualité. Comment vivre la non-dualité, comment s'appuyer sur la non-dualité pour vivre cette situation qui génère beaucoup de stress. Donc voilà, je pense que déjà un premier sens qu'on peut donner, c'est que les gens étant coincés chez eux, eh bien, profitent de ce temps peut-être libre, nouveau, quoi, pour se reconnecter à leur être profond. Je dis pas que c'est tout le monde, hein, mais quand même, il y a un intérêt manifeste, quoi, disons, pour la méditation, un intérêt manifeste pour la présence, si vous voulez. Hein. Donc ça, c'est assez intéressant. Et bon, évidemment, encore, ça dépend des individus. Et certains sont dans le travail et n'ont pas le temps, en fait, notamment les médecins, mais beaucoup quand même en profitent pour se reconnecter à cette présence, je crois. Il y a cette phrase que j'ai vue sur Facebook qui est intéressante. Puisqu'on ne peut pas aller à l'extérieur, allons à l'intérieur. Je ne sais pas si tu l'as entendu. Voilà, et donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire aller à l'intérieur? Aller à l'intérieur, c'est pas simplement, bien sûr, aller dans son appartement. C'est pas non plus simplement aller dans son corps. C'est même pas non plus aller dans ses pensées, ni dans ses émotions. C'est aller vers cette présence qu'en général on ne voit pas, qui est notre véritable nature et qui est à la fois, d'ailleurs, autant un intérieur qu'un extérieur, puisque tout apparaît en elle. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, le sens que je vois, c'est ça, quoi. C'est une occasion donnée à beaucoup de gens de se connecter avec leur être intérieur, en fait, cette présence, je crois, pour l'instant en tout cas. De cesser de courir, de cesser cette course frénétique qu'un certain nombre font dans leur vie, de se poser, ce qui n'est pas toujours le cas pour tout le monde, et puis donc de rentrer à l'intérieur et d'explorer ce que nous sommes vraiment, c'est ça. Voilà, exactement. Mais encore une fois, c'est pour un certain nombre de personnes, puisque il y a des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la méditation, je ne sais pas si à l'occasion de cet événement, ils vont s'y intéresser davantage. Mais enfin, c'est vrai que ça donne quand même le temps à pas mal de personnes de faire ce retour vers la présence, en fait, hein, vers ce qu'on peut appeler, ce que Douglas Harding appelait l'espace d'accueil. Et je constate d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, c'est qu'on nous dit qu'on est confiné, c'est-à-dire qu'on est coincé entre quatre murs, hein, mais en réalité, ce qu'on est vraiment, disons, l'espace d'accueil ou le soi peut pas être confiné. C'est une découverte qu'on peut faire, c'est que quand on est dans une pièce, comme ici, là je suis dans cette pièce, il n'y a jamais que trois murs en fait. Hein. Il manque toujours un mur, c'est-à-dire le mur là que les gens découvrent en ce moment au-dessus de leur épaule. Donc en fait, le soi ne peut pas être confiné. Le soi est toujours déconfiné, il est toujours ouvert. Donc ça, déjà, par exemple, prendre conscience de ça, ça permet quand même de vivre le confinement avec beaucoup plus de légèreté, de liberté, en constatant que je ne suis pas enfermé. Mon corps, oui, il ne faut pas sortir, hein, il faut respecter les règles sanitaires, mais ce que on est vraiment, la présence, l'espace d'accueil, il n'est pas coincé entre quatre murs, il n'est pas dans le monde, c'est le monde qui apparaît en lui. On ne peut pas le confiner, le soi. C'est quand même une sacrée découverte. Voilà, et donc constater que le soi, la présence que nous sommes vraiment ne peut pas être confinée, enfermée entre quatre murs, c'est un véritable chemin de libération en fait. Donc ça permet de vivre cette situation avec beaucoup plus de confort et beaucoup plus de liberté. Il y a d'autres exercices, peut-être que les gens qui nous regardent voudraient quelques outils tout simples pour vivre ce confinement
enfin, en se branchant sur la présence. Par exemple, on peut fermer les yeux et constater que les sensations du corps, les sons, les pensées, les émotions apparaissent dans la présence que nous sommes. Et on peut comme ça, assez rapidement, se déposer dans cette présence et accueillir le stress, s'il y a du stress, des émotions peut-être un peu difficiles si elles sont là. Donc voilà, on peut trouver en soi des ressources pour ne pas être submergé par le stress et par l'émotion et par les pensées. Il ne s'agit pas bien sûr de fuir le stress, il ne s'agit pas de le nier, il est là peut-être, mais voilà, on a en nous cette présence qui est beaucoup plus large que le stress, beaucoup plus large que l'émotion, beaucoup plus large que les pensées, et qui peut accueillir tout ça et faire du bien en fait à ce qui arrive. Voilà, ça c'est le sens que je vois pour l'individu. Maintenant pour la collectivité, c'est une autre question. Quel sens ça a pour la collectivité ? Là, c'est en discussion, mais par exemple, un premier sens que je vois, c'est que manifestement, ce virus, il est parti d'un marché de Chine où donc des gens ont été chercher des animaux sauvages pour les manger. Donc déjà, c'est un rapport particulier aux animaux quand même. Les conditions de vente de ces animaux sauvages dans les marchés chinois, et pas que chinois, mais là en l'occurrence, c'est épouvantable. Donc ça interroge notre rapport à l'animal. Est-ce qu'on est vraiment obligé de manger des animaux? Est-ce qu'on ne peut pas revenir à une alimentation végétarienne ou en tout cas manger beaucoup moins de viande? Ça changerait notre rapport au virus. On sait que ces animaux sauvages sont des réservoirs de virus. Donc, et puis les virus peuvent partir aussi des élevages en batterie. Donc là aussi, ça interroge le rapport aux animaux. Voilà, moi, personnellement, je suis végétarien. Je mange pas de viande, je mange plus de poisson. Je me porte très bien. Voilà, j'invite toute la population à faire pareil. Arrêtons, laissons les animaux tranquilles, laissons les animaux en paix. Et ça nous fera du bien aussi pour la compassion. J'ai l'impression aussi sur le plan collectif que c'est un petit peu comme s'il y avait deux mondes qui se chevauchaient, à savoir l'ancien qui en grande partie est en train de s'écrouler. Je pense qu'on est d'accord que là, on va probablement avoir une bonne crise économique et puis à d'autres niveaux aussi à la fin de cette épreuve. Et puis tout un tas de choses montrent leurs limites. Le système médical, des hôpitaux qui ont été massacrés depuis quelques années. Maintenant, on voit très clairement qu'effectivement, il y a des déficiences, il y a des problèmes. Et puis, de l'autre côté, on a des choses qui apparaissent. Alors, beaucoup disaient qu'il était impossible de s'arrêter, de polluer, etc. Or, ce virus nous a permis maintenant d'avoir une atmosphère vraiment formidable, de qualité. Donc, on a beaucoup moins de pollution, on a beaucoup plus de silence. Les voitures se sont arrêtées. Donc, on a quand même beaucoup de choses qui sont absolument magnifiques. Quantité de gens autour de moi disent que le ciel est beaucoup plus clair, qu'ils arrivent à voir Paris là où avant ils n'arrivaient pas à le voir. Donc il y a quand même beaucoup de belles choses qui apparaissent, des élans de solidarité entre les gens, les gens qui se mettent au balcon, moi j'ai jamais vu ça de ma vie non plus ici. Donc c'est un peu comme s'il y avait un monde de la solidarité, un monde de la beauté qui émerge au milieu du chaos. C'est vrai, c'est vrai. Mais alors le risque c'est que tout reparte comme avant quand cette crise sera terminée. On voit déjà l'économie reprendre en Chine et ça pourrait même être pire parce que si toutes les industries se remettent à fonctionner pour rattraper le retard perdu, alors là ça va être une catastrophe et donc on ne sait pas, on est effectivement comme tu le dis, on est à une sorte d'alternative, il y a un croissement et voilà à quelle route on va prendre. Est-ce qu'on va continuer vers la croissance, l'hypercroissance, l'hyperdéveloppement ou est-ce qu'on va aller vers une économie plus humaniste, une économie branchée justement sur cette présence dont je parlais, sur cette ouverture, cette compassion. Ce qui est intéressant d'ailleurs, là par exemple, tu vois, on est bloqué chez soi et on ne peut a priori consommer que les produits de première nécessité et l'économie est en crise. Donc pourtant on vit bien, on peut acheter à manger, on peut acheter ce dont on a besoin et l'économie est en crise. Ça veut dire que notre économie est très largement en croissance sur ce qui est superficiel, inutile. Voilà, donc tu as raison, on est à ce point de croissement, mais je ne sais pas du tout, dans quelle direction on va aller, j'ai l'impression qu'il y a des forces énormes en jeu, donc je ne sais pas. J'espère que voilà qu'individuellement les citoyens vont peut-être comprendre que on peut chacun d'entre nous agir, J'ai parlé du végétarisme tout à l'heure. On peut peut-être moins consommer,
moins prendre l'avion pour aller à droite et à gauche. Voilà, mais c'est aussi individuellement qu'il faut qu'on s'interroge sur la responsabilité. Faut pas attendre tout de l'État, quoi, mais individuellement s'interroger. Est-ce que effectivement j'ai besoin de prendre l'avion pour aller en vacances je le dis pour moi, hein, j'ai pris l'avion aussi pour aller en vacances à La Réunion il y a pas longtemps, mais voilà, peut-être que ça nous interroge sur nos propres comportements individuels. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais ce qui peut nous aider, encore une fois, j'y reviens, c'est que quand on revient ici dans cette présence, on trouve une présence qui est libre de l'ego, en fait. Qui ne fonctionne pas à partir de l'égotisme et de l'égocentrisme, mais à partir d'une ouverture beaucoup plus vaste et qui englobe la totalité de ce qui est. Donc je pense que si on revient vers l'intérieur, si on revient vers cette présence, ça peut avoir un effet puissant. Alors Frédéric Samnidi, quel est pour toi le sens de cette pandémie de coronavirus et le confinement qu'elle entraîne sur chacun d'entre nous, le sens aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif? Et en fait, la question, c'est quel est vraiment ce défi auquel l'homme est confronté, l'être humain est confronté, et même au niveau planétaire, puisque tout le monde est concerné. Alors, il y a ce défi, ce qui se passe plus précisément aujourd'hui, pour moi, je le ressens comme une confirmation de ce que peut être la spiritualité, l'inspiration spirituelle, qui initialement, par nature, hein, est une quête de liberté. Donc cette quête de liberté n'est pas propre à ce qui se passe actuellement. Et les personnes qui sont dans cette quête spirituelle sont déjà à la recherche d'un certain déconfinement. Alors quand je parle de déconfinement, je parle d'un déconfinement spirituel. Savoir que l'identification en des personnages fictifs est déjà un confinement. C'est le confinement de la conscience en des illusions. C'est le confinement en des identifications. Donc en fait aujourd'hui, un enfermement. Les événements actuels, c'est ça, c'est un enfermement. Alors c'est un enfermement illusoire, mais malgré tout, l'illusion peut être suffocante. Dans le sens où si jamais lorsqu'on rêve se noyer, on a l'impression de se noyer alors qu'on ne se noie pas, hein, mais malgré tout, lorsqu'il y a l'illusion, il y a quand même une part de souffrance. Et la désidentification que cherchent les personnes qui sont en chemin spirituel est une recherche justement de liberté, de respiration. C'est une quête de ce qui est notre spatialité originelle. Donc quand je vois ce qui se passe au final, à cette ampleur en tout cas, hein, qui invite chaque personne justement à se retrouver confinée chez elle, je suis obligé de voir un parallèle avec ce retour en soi, ce retour chez soi, avec justement cette volonté de chercher un espace, alors qui n'est plus forcément un espace matériel, mais un espace spirituel. Donc quand on pose des questions à la fois sur le plan individuel et collectif, je dirais qu'il y a à un certain moment, il n'y a plus vraiment de différence entre l'individuel et le collectif. Le collectif naît de l'individuel, de la propension à chaque personne à faire ce retour à soi, à réaliser ce qu'ils sont véritablement, à se mettre face à leur aspiration, ou bien à leur aspiration à participer, ou bien à l'équilibre, ou alors au chaos. On voit aujourd'hui justement, hein, par rapport à la situation, que beaucoup de personnes sont portées par la peur, et ça donne des scènes qui sont un petit peu, effectivement, qui semblent un peu chaotiques. La question, c'est justement, aujourd'hui, face à la situation, face au regard qu'on peut porter sur soi, comment on se situe par rapport à ça? Qu'est-ce qui nous anime aujourd'hui? Est-ce que c'est justement la confiance? Est-ce que c'est une confiance? Est-ce que c'est une inquiétude, une peur? Et cette question, cette opportunité n'est pas spécifique à ce qui se passe aujourd'hui. Chaque événement de la vie est cette opportunité à revenir sur ce que nous sommes véritablement.
ce que je souhaite dire en fait, c'est qu'aujourd'hui, face à ce confinement, on est amené à se poser au niveau de l'instant présent. On est amené à se poser ici et maintenant. On n'est plus dans la projection, dans l'action, dans le faire. On est conduit aujourd'hui à se poser. Savoir que quand je lis un petit peu ce qui est dit sur cette situation, que j'entends un petit peu les positions, les ressentis de chacun, je vois beaucoup de croyances ou d'attentes plus particulièrement qui se mettent à jour. Alors, je voudrais insister sur le fait que l'attente est une projection dans ce qui doit ou ce qu'on pense qui doit arriver. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est plutôt de discerner ce qui est aujourd'hui, ce qui est présent, ce qui est là au cœur de l'instant. Non pas ce qu'on pense ou qui devrait arriver, mais ce qui est véritablement. C'est la différence entre la croyance et la foi. La croyance, c'est un regard vers l'avenir, c'est une espérance en ce qui n'est pas encore là, alors que la foi est une percée de l'être sur ce que nous sommes véritablement et ce qui est la source de l'être. Alors je sais que c'est peut-être pas très très clair ce que je dis. Je parle un petit peu à chaud. Oui. Quand tu parles de foi, tu entends la confiance en la vie, c'est ça? Alors c'est ça. C'est une confiance qui quelque part c'est une confiance qui est acquise. C'est pas une confiance aveugle. Le chemin spirituel nous pose justement dans quelque chose qui nous transcende, quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes, au-delà de l'identification à une personne. Et donc ce retour à soi est aussi un retour vers le cœur de l'être. Là, je pense à la maxime du temple de Delphes qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». On en est là. On en est justement à revenir sur ce que nous offre l'instant présent, ce que nous offre la vie ici et maintenant, pour voir au-delà de ce que nous offre le monde, une réalité qui la dépasse, qui la transcende. Donc effectivement, il y a deux aspects. Il y a deux aspects à mon sens. Il y a deux aspects. Il y a un regard horizontal sur les choses et un regard vertical. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Sur le plan de la verticalité, de la réalisation de l'être, il n'y a rien de nouveau qui se passe. Que le soi qui est révélé dans l'instant présent n'a pas d'histoire, elle n'a pas de temporalité. Donc par rapport à ça, ce qui se passe aujourd'hui n'a rien de nouveau par rapport à ce qui se passait hier et à ce qui se passera demain. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la vie qui s'écoule. C'est sur le plan vertical, sur le plan de la conscience. Au niveau de l'horizontalité, au niveau de la temporalité, de l'aspect évolutif des choses, effectivement, quand on voit les choses, on serait en droit, on serait en droit d'espérer justement que cette situation qui nous invite à revenir sur l'essentiel puisse fleurir et proposer justement un avenir plus radieux. Mais encore une fois, c'est nous projeter dans l'avenir. Cet avenir radieux, on va dire, qu'il a sa racine ici et maintenant. Donc la question n'est pas de savoir qu'est-ce que va nous proposer l'avenir, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous porte? Parce que c'est à partir de cet aujourd'hui, de cet instant présent, que peut naître, que naît le reste. L'instant présent est la source de toute chose. Donc il est, à mon sens, important aujourd'hui justement face aux peurs qu'on peut avoir par rapport à l'avenir, hein, de se recentrer sur ce que nous sommes aujourd'hui et en vue de voir
l'axe de tout ce qui se passe et de pouvoir faire émerger ce que l'avenir peut promettre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que cette foi que j'évoque, qui est la percée de l'être, qui est cette connexion avec ce qui nous transcende, avec la grâce, cette foi nous amène à plonger dans elle nous amène à plonger dans la source de l'amour, de la source de la paix. Et c'est à partir de cette source que les choses adviennent. Donc je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est cette invitation, malgré les circonstances, de revenir à l'instant présent, parce que c'est de l'instant présent que tout se fait. Frédéric, est-ce que tu pourrais nous donner des indications pour les personnes qui vivent sur le plan émotionnel difficilement cette période de confinement? Oui, effectivement, parce que cette période de confinement n'est pas vécue de la même manière selon les personnes. Alors, il y a des personnes qui le vivent avec beaucoup de tranquillité, voire avec beaucoup d'espoir. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'espoir sur ce que peut amener cette période particulière. Pour d'autres personnes, c'est complètement déstabilisant parce que tous les repères qu'ils ont pu avoir, les repères sociaux, sont complètement bouleversés. Et donc, c'est vrai que c'est une période qui peut être un peu difficile. Alors, moi, je ressens cette période, alors du coup, comme une période aussi qui nécessite beaucoup de discernement par rapport à ce qui se passe. Alors, à la fois un discernement par rapport à ce qui peut être dit à l'extérieur, par rapport à ce que peuvent dire les médias, qui sont parfois des messages assez anxiogènes, parce qu'en fait, on est dans une situation qui est complètement inédite, faut le savoir, c'est qu'elle est inédite autant pour chaque individu, mais que aussi sur le plan gouvernemental, sur le plan politique, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Donc, sur cette période-là, chacun tâtonne. Je pense qu'il y a effectivement un tâtonnement où chacun justement est en recherche de sens par rapport à ça. Alors, comment, pour ma part, je perçois les choses, comment je le vis en tout cas. Alors, je le vis comme un retour à une certaine verticalité. En fait, cette période est un peu dépourvue de cette verticalité. On est complètement dans l'horizontalité, dans l'inattendu, dans l'incompréhensible, dans l'incompréhension. Et cette verticalité c'est ce que nous sommes véritablement. Donc, comme je le disais, le confinement, c'est aussi un confinement spirituel. Ça nous renvoie à un certain confinement spirituel, mais à la différence près, c'est que le déconfinement à laquelle va nous amener cette période est un déconfinement qui est un retour à notre spatialité originelle, à ce que nous sommes véritablement. Cette spatialité originelle n'est pas quelque chose qui se situe sur l'axe de la verticalité, sur l'axe du temps, de l'horizontalité, pardon. C'est pas quelque chose qui se situe sur l'axe du temps, c'est quelque chose qui est éternellement présent. Et c'est cette invitation-là qui est intéressante de faire dans cette période compliquée, c'est que lorsque nous avons justement ces angoisses qui arrivent, ces inquiétudes, c'est de ressentir justement ce qu'elle nous évoque et de les accueillir, d'être cet espace au sein duquel ces inquiétudes arrivent. Donc, je pense important effectivement, c'est une bonne question, c'est important de le préciser. C'est que, vu de l'éternité, vu du soi, il n'y a rien de nouveau. C'est simplement la vie qui s'écoule sur son axe éternel. Après, maintenant, ça peut être vécu très difficilement pour quelqu'un effectivement qui est en quête de sens, qui est en quête d'axe. Et cet axe, c'est ce que nous sommes. Donc, ce qu'il est bon d'ajouter, c'est que cette période de confinement
est une période passagère. Ce n'est pas nous qui la traversons, c'est une période qui nous traverse, nous en tant qu'espace. Et l'invitation, c'est justement de revenir à cette verticalité que nous sommes, dans tout ce qu'elle peut comporter, à la fois en termes de sentiments, d'émotions, d'accueillir tout ça, parce que le véritable salut réside dans cette verticalité. Donc voilà, effectivement, c'était important de le préciser. Frédéric. Alors, Souyin, l'amour. Je voudrais te poser la question que j'ai posée à José, Dan et Frédéric. Oui. Quel sens vois-tu dans cette épreuve que nous traversons tous collectivement et individuellement, donc ce coronavirus? Ok. Alors, la question du sens, c'est une question qui revient beaucoup pour moi depuis que ça a commencé. Et j'ai vu comment mon mental, donc là, finalement, d'un point de vue individuel, a commencé par essayer de mettre du sens immédiatement sur ce qui se passait. Et il a fallu pas longtemps pour que ça n'ait plus d'intérêt finalement et que ce soit vu comme juste un besoin de se rassurer et de pas se confronter à l'inconnu en fait. Mais je pense que ça c'est quelque chose qu'on vit tout le temps, c'est pas nouveau, sauf que cette situation elle nous met tout en lumière, hein, tout ce qu'on vit déjà d'ordinaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en essayant de mettre du sens, c'est parti dans tous les sens, justement. Mes amis, mon entourage, n'avaient pas forcément tous le même point de vue, la même façon de voir les choses. Et en creusant les infos, ce que dit un tel, j'ai eu besoin au début de savoir, tiens, mais un tel, qu'est-ce qu'il pense de ce qui se passe? Et puis un tel, qu'est-ce qu'il pense? Et puis, et en fait, cette accumulation de tentatives de mettre du sens en voyant que finalement à chaque fois c'est vraiment propre à chacun m'a amené à cette évidence que c'était juste un besoin donc de se rassurer, de pas oser, donc je me répète un peu, mais se confronter à notre vulnérabilité finalement. Et je trouve ça peut-être plus intéressant d'aller dans ce sens-là, de voir qu'on ne sait pas. C'est une situation extraordinaire pour ça, parce que là, on ne sait absolument pas ce qui se passe, pourquoi, comment ça va évoluer, qu'est-ce qui va se passer demain. On est vraiment face à l'inconnu. Et bon, il y a quand même quelque chose qu'on peut regarder de façon, on va dire, la plus objective possible, c'est que c'est une crise et qu'une crise, ça signifie un grand changement. Donc sur le plan humain, il y a un grand changement qui est en train de se produire, sur le plan individuel pour chacun et sur le plan collectif. Mais après, ce que ce changement va apporter, les raisons pour lesquelles il se produit, voilà, il y a tout un tas d'interprétations possibles. Donc peut-être qu'on peut juste être moi, je suis juste dans l'observation en fait. Très bien, Voilà. allons-y. Ouais. Observons alors. Je suis juste dans l'observation. Qu'est-ce que tu observes alors? Qu'est-ce que tu observes d'intéressant et comment tu peux le mettre en rapport avec les enseignements peut-être de la non-dualité? Ah oui, et ton alors, propre vécu, toi, ton propre vécu de la conscience. Comment est-ce qu'on peut créer un rapport entre ce que l'on traverse et la conscience? c'est une façon de formuler qui est particulière, ta question. Écoute, fais-en ce que tu veux de ma question. Ouais, okay. Prends-la comme tu le veux. La conscience observe, tu vois, voilà, c'est ça. La conscience, c'est ce témoin qui observe ce qui se passe. Moi, je me sens comme en fait, comme au cinéma. On est en 4D parce que je suis dans le film quand même, tu vois, c'est comme si on entrait dans un film qu'on est en train de regarder. Et ce film-là, là, il est quand même bien, comment dire, bien intense. Il y a plein de suspense, il y a plein d'émotions. Donc tout ça est là, si tu veux. Il y a des émotions qui sont là. J'ai été traversée par les peurs, voilà, les inquiétudes, la tristesse pour la difficulté que ça représente pour beaucoup de gens, ce qui se passe. Il y a de la joie aussi de voir que il y a quelque chose d'incroyable qui est en train de se produire, qui va peut-être provoquer un changement. Enfin, il y a toutes ces émotions qui sont arrivées. Puis
En fait, c'est comme si, j'oublie jamais que c'est quand même qu'un film. Donc ça m'empêche pas de le vivre, mais avec ce recul-là, en fait. Voilà, de l'observation simple. Bon, c'est la danse de la vie. Voilà ce que la vie est en train de danser en ce moment. Et c'est tout. En fait, il y a pas forcément besoin d'en faire autre chose que ça. Comme pour tout le temps, en fait, hein, finalement, d'ailleurs. Il n'y a rien de nouveau ou de différent dans la façon de vivre les choses. On peut peut-être quand même dire que c'est un petit peu l'heure du bilan. Je pense qu'au niveau Ouais, individuel, chacun est confronté à lui-même. tout à fait. Peut-être chacun étant confiné, peut-être confronté à ses difficultés ou alors aux beautés, aux choses belles qu'il a créées dans sa propre vie, dans son foyer, dans sa famille. Peut-être les choses qu'on n'avait pas fait, qu'on avait laissées de côté. Les difficultés familiales qui ressurgissent puisqu'on est tout le temps ensemble, ou alors justement lorsque les choses ont été bien faites, la joie de se retrouver, peut-être pour certains aussi le fait de ne plus aller au travail, c'est l'occasion de redécouvrir la vie de famille, le plaisir d'être avec ses enfants plus souvent. Voilà. Bien sûr. Alors je pense que il y a plein de différences dans la façon de vivre ce qui se passe pour chacun. Euh, si tu veux, moi, ce qui m'interpelle, c'est que on, sur le plan du bilan, je pense qu'on a une occasion, vraiment une opportunité de constater qu'on a fait passer l'essentiel comme quelque chose de secondaire dans nos vies et que tout ce qui est secondaire était devenu essentiel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on fait reposer notre sécurité et notre bien-être sur des choses qui sont tout le temps impermanentes, sur des objets extérieurs, des situations, des relations, des acquisitions, tout ce qui est tout le temps en fait en mouvement et qui peut nous être retiré d'un instant à l'autre. Et voilà, on est dans une situation de ce type. Et en fait, c'est ces formes qui apparaissent et qui disparaissent et auxquelles on s'accroche. Ça, pour moi, c'est le secondaire. Et l'essentiel, c'est-à-dire notre essence, ce qui n'apparaît pas et ne disparaît pas, ce qui est toujours là, ce qui est cette paix profonde que nous sommes, est devenu quelque chose de secondaire finalement. Ça s'appelle la spiritualité. Ça devrait même pas s'appeler la spiritualité idéalement, puisque c'est l'essentiel de ce qu'on est. Mais c'est devenu quelque chose qu'on appelle la spiritualité, puis qui est réservé à un certain type de personnes et qui est une distraction parmi les autres finalement. Hein, c'est un peu vécu comme ça. Donc peut-être que là, il y a une opportunité de remettre les choses dans leur place, c'est-à-dire qu'on revient à l'essentiel. On est un peu obligé, hein, parce qu'on ne peut plus s'appuyer sur justement ce sur quoi on s'appuyait, sur tout ce qui est en mouvement et qui peut pas nous apporter une sécurité durable ou une joie durable, c'est impossible. Donc finalement, pour ceux pour qui ça fait sens, parce qu'il y a peut-être plein de gens qui vont passer complètement à côté de ça, hein, le focus, moi, je trouve intéressant, c'est celui-là. C'est finalement une initiation spirituelle qui se produit. Un peu forcée, quoi, un peu contrainte, du coup. Donc, ouais, oui, vas-y, juste pour vas-y. dire cet essentiel dont je parle, parce que ça peut paraître abstrait comme ça. Finalement, c'est quoi? C'est la seule chose sur laquelle on est tous d'accord. Sur laquelle on peut pas chacun avoir son point de vue finalement. Et cette chose, c'est je dirais la saveur d'être, le fait de l'être, le fait qu'il y ait existence. Il me vient une phrase de Christiane Singer, qui est une femme extraordinaire, qui est assez connue, qui a écrit comment c'est j'ai goûté comme par mégarde à la saveur d'être, et depuis tout est changé. Et cette phrase est très belle, comme par mégarde qu'elle rajoute, il montre vraiment que c'est presque accidentel de redécouvrir cet essentiel, parce qu'on l'a tellement banalisé ou oublié. Et par contre, quand on le goûte à nouveau, ça change toute la vie. Et donc voilà, je pense que là, il y a une vraie opportunité de goûter à nouveau à la saveur d'être, parce que toute notre distraction, tout ce qui nous en détourne, là, pour l'instant, c'est mis en stand-by, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais donner en conseil peut-être pragmatique pour les personnes qui sont chez elles confinées, pour peut-être en particulier pour celles qui ont des difficultés, mais justement pour retrouver le chemin de l'intériorité et retrouver cette saveur d'être? Peut-être une pratique, peut-être des conseils. Qu'est-ce que tu pourrais donner de pragmatique?
Alors c'est difficile de donner des conseils puisque c'est vraiment, Ou une vraiment, petite méditation, ou une ouais, invitation à se recentrer sur soi, ou... alors, revenir à ça, peut-être simplement cette évidence de l'existence. Je suis. Voilà, je suis. Il y a, comme disait Hubert Reeves, il y a quelque chose au lieu de rien. Avant d'être une personne dans un monde, dans une situation particulière, avec un nom, avec voilà, un métier, parce qu'on est souvent identifié à ça aussi, une famille, enfin toutes les identifications qui définissent notre existence. Avant ça, on est. Voilà, on est. Il y a cette saveur-là, c'est je suis. Et cette saveur-là, elle est vraiment paisible quand on la goûte, quand on goûte cette saveur d'être. C'est en paix, quoi que ce soit qui se passe autour. C'est le centre du cyclone, hein, en fait. C'est l'œil. D'ailleurs, c'est très beau qu'on appelle ça un œil au centre du cyclone parce que cette saveur d'être, la saveur de la conscience, c'est l'œil qui voit et qui est témoin de tout ce qu'on vit. Donc, si on peut revenir là, dans juste ce qui en nous est témoin et se sent juste être, on peut goûter vraiment une paix profonde. Et il y a aussi autre chose, parce que même si on n'arrive pas vraiment à toucher ça, il y a une autre invitation que j'aurais envie peut-être de donner, c'est s'en remettre à la vie, lui faire confiance. Que quoi que ce soit qu'on vit, c'est ce qu'on a besoin de vivre. C'est juste parce que c'est ça qu'on est en train de vivre, en fait, pas pour une autre raison finalement. Et que la vie, c'est une intelligence extraordinaire qui nous dépasse complètement, qui a ses propres lois, qui ne sont pas des lois qui ont un rapport avec la morale, mais avec plutôt un équilibre des forces, on pourrait dire, un peu comme dans la sagesse chinoise, dans le Yiking, ils disent la vie tend à remplir ce qui est vide et à vider ce qui est plein. Et probablement que, si on regarde les choses de ce point de vue-là, ce qui se passe en ce moment, il y a eu peut-être un trop-plein à un certain niveau et que la vie est en train de vider. Hein. Donc, de faire vraiment confiance à ça, à se dire, moi, je sais pas, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. La vie, elle sait, elle. Voilà. Et donc, ce qui va en découler, ça ne peut être qu'un rééquilibrage qui est certainement nécessaire, sinon ça n'arriverait pas. Autant sur le plan personnel, individuel, de la façon dont moi je vis cette situation, autant sur un plan collectif. Merci Souyine. Ok, bien, merci Olivier, merci à tous. Alors Dan, merci de cette interview. Est-ce que tu pourrais me donner, selon toi, le sens qu'a cette pandémie actuelle avec le confinement que cela entraîne, tant sur le plan individuel que collectif? Quel sens ça a pour nous et quel défi ça représente pour l'être humain en fait? Qu'est-ce que ça va nous enseigner? Alors, peut-être pouvons-nous d'abord nous interroger sur le mécanisme même qui consiste à vouloir donner un sens. Parce que tout le monde veut donner du sens. Et on peut constater que chacun interprète, bien sûr, le confinement et la pandémie à son niveau d'intelligence, de maturité, de conditionnement. Sur Internet, chacun y va de son opinion. Et souvent, en fait, en gros, en résumé, ça devient je vous l'avais bien dit, tu vois, ce genre de choses. On a les écologistes qui nous rappellent, par exemple, combien la nature et les animaux sont les grands gagnants de l'arrêt momentané des activités humaines. Et c'est vrai que moi, j'ai pu constater depuis quelques semaines que j'entends dans la cour de mon immeuble à Paris des chants d'oiseaux inhabituels. Donc, c'est sympathique. Puis on a les gens de gauche qui nous rappellent que le libéralisme à outrance est un échec total. Il n'y a qu'à voir l'état déplorable du secteur hospitalier. Il y a les nationalistes tout poil qui vont insister sur la faille qu'il y a eu à délocaliser certaines productions, comme celle des masques, en dehors des frontières. Et puis on a les tenants de la théorie du complot aussi, qui nous disent que tout ceci est une vaste fumisterie pour nous vendre des vaccins qui vont profiter à Big Pharma. On a aussi ceux qui sont branchés toute la journée sur BFM TV, hein, qui vivent dans une peur totalement disproportionnée. Et puis d'autres, enfin, plus optimistes,
qui conclut que c'est une occasion extraordinaire de devenir plus fraternel, plus conscient au niveau mondial de la façon dont tout est relié. Donc finalement, ce que je veux dire par là, c'est que chacun a son point de vue. Et c'est bien d'avoir raison, on est content pour ceux qui ont raison, mais n'oublions pas qu'avoir raison, c'est juste avoir raison. Et moi j'aime bien cette phrase, je ne sais plus d'où elle vient, mais je ne sais pas si tu la connais, on a souvent tort par sa façon d'avoir raison. Et tort là-dedans, c'est dans le sens où dès que l'on prétend avoir raison, on prétend connaître le sens, quelque part, on perd sa paix intérieure. Alors finalement, je constate que ce confinement met d'abord le doigt sur nos incohérences, sur nos obsessions, sur nos fragilités. Il résonne avec nos peurs et nos désirs personnels. Et donc c'est un puissant révélateur, comme toute crise d'ailleurs. Et c'est ça que j'ai envie de souligner, c'est combien il est facile de s'enfermer dans un niveau de réalité plutôt qu'un autre. Alors que peut-être qu'au-delà des sens particuliers que l'on pourrait donner à ce confinement, à cette crise, peut-être qu'il y a un sens plus profond. Et là, je veux évidemment parler de ce sens qui se révèle soudain lorsque nous arrêtons d'interpréter le monde en fonction de nos croyances personnelles, en fonction de nos besoins de sécurisation affective. Alors là, on pourrait dire que c'est le sens de la vie elle-même, un sens qui est bien plus vaste que nos préoccupations personnelles, voire collectives. Un sens que chacun d'entre nous pourrions découvrir ici et maintenant. Mais à condition, bien sûr, d'aller en deçà de tous les sens, en deçà de toutes les définitions dans lesquelles nous avons pris l'habitude de nous enfermer, de nous confiner, justement, tu vois. Parce que si l'on s'enferme dans un sens particulier, on s'enferme dans une définition particulière. Alors, ça paraît sensé de prime abord, ça rassure peut-être, mais en réalité, ça ne fait que nous éloigner de la paix que nous sommes, ici et maintenant. On s'enferme soi, mais on enferme aussi les autres, on enferme la vie dans des définitions, tu vois, et ça, c'est ce qu'on fait d'habitude. Alors, profiter de cette crise pour sortir d'un sens particulier et en adopter un nouveau, même si le second sens est plus fraternel, plus écologique, moins inégalitaire, moi je trouve ça sympathique. Mais au fond, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc pour moi, ce confinement qui est imposé là est peut-être une chance une chance inespérée même, pour revenir à l'essentiel. Et réaliser que si le corps, bien sûr, est confiné, est-ce que ce que nous sommes réellement, conscience, peut être confiné? Vous ne pouvez pas confiner l'être que vous êtes. C'est absurde, la présence que nous sommes ne peut pas être confinée. Alors, pour moi, ce à quoi nous invite le confinement, comme toute expérience d'ailleurs, c'est de réaliser que le bonheur et la paix ne se trouvent pas dans le monde, dans les expériences, aussi belles soient-elles, ni dans les réformes, ni dans les changements. Donc le bonheur n'est pas à trouver dans la durée, dans le temps. On est invité à réaliser que c'est seulement à la source de nous-mêmes, dans cet espace de non-temps, qu'on peut trouver la sécurité. Alors c'est auspicieux, je dirais que c'est un moment auspicieux, parce que ce confinement, il touche quand même la moitié de l'humanité. Ça, c'est vrai que c'est du jamais vu, c'est incroyable. Mais c'est auspicieux, comme toute catastrophe, hein, d'ailleurs. Mais ceci dit, je voudrais aussi relativiser cette catastrophe-ci, parce que l'état de la planète est déjà catastrophique. Alors, je suis peut-être un peu désolé de dire ça par rapport aux gens qui ont récemment perdu des proches ou qui vivent des drames personnels liés à ce virus.
mais le Covid-19 n'est quand même pas grand-chose par rapport à la catastrophe qui a déjà lieu sous nos yeux, mais que nous ne voulons pas voir. Et je veux parler de la catastrophe climatique, de l'extinction accélérée des espèces, des inégalités croissantes, de la pollution de l'air, des sols, des mers, des nappes phréatiques, l'agriculture et l'élevage intensif, l'épuisement des ressources en tout genre. Et ce qui est vraiment, vraiment catastrophique, et ça personne n'en parle, c'est l'ignorance profonde de notre vraie nature, dans laquelle la plupart des humains sont enlisés. Parce que pour moi, c'est la source de tous nos problèmes. Donc la catastrophe, elle est déjà là, en fait. Et ce confinement généralisé, cette pandémie vient juste toucher, résonner, on va dire, en quelque sorte, avec les dysfonctionnements qui sont déjà là. Et je pense que tu le pressens comme moi, si ce qui suit ce confinement est une révolution qui est simplement extérieure, nous passerons à côté d'une possibilité incroyable que nous offre cette crise. Donc ce qu'il nous faut, c'est une révolution intérieure. Et je crois que là, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est une révolution spirituelle. Ce que ça nous demande, c'est de nous éveiller à cet espace de liberté que nous sommes chacun d'entre nous et qui est là, en amont même des pensées et des perceptions, en amont même, tu vois, du désir de donner un sens particulier. Et ça, c'est bien la seule chose dont je n'entends pas parler. Je ne sais pas si toi, tu en as entendu parler, donc ni aux 20h, ni sur BFM, ni sur les réseaux sociaux. Sur Radio Ici Maintenant, on en parle. Eh oui. Et ça, c'est incroyable, c'est un cadeau. Alors pourquoi on n'entend pas parler de cette possibilité de l'éveil? C'est quand même incroyable. Pour moi, c'est le plus grand tabou en fait de notre civilisation, parce que notre civilisation est fondée sur l'idée même que ce que je suis est une personne séparée des autres et du monde, disposant du libre arbitre. Or, il est évident que non seulement cette croyance racine qui fonde notre civilisation est pure ignorance, mais en plus, cette ignorance est cause de toute souffrance et de la plupart des conflits dans le monde. Je pense que nous avons une conception très Walt Disney de l'éveil. On a la croyance que l'éveil est dévolu à des êtres exceptionnels comme Bouddha, le Christ, que ça ne nous concerne pas en fait. Et je crois sincèrement que toutes ces histoires à propos de l'éveil sont le principal obstacle à l'éveil justement. Et peut-être que le confinement pourrait être l'occasion pour certains d'entre nous de complètement démystifier cette notion d'éveil. Pour moi, l'éveil est simple. Et c'est une occasion extraordinaire qui est offerte à chacun d'entre vous, que vous suiviez d'ailleurs ou non, une tradition spirituelle. C'est juste découvrir, c'est-à-dire cesser de couvrir votre état naturel. Et ça vaut vraiment le coup parce que ce que nous sommes ne souffre pas et ne peut pas être en conflit avec ce qui est. Donc ce confinement, on nous demande de rester chez nous, c'est bien. Ça peut être l'occasion de découvrir le soi, de cesser d'avoir l'attention tournée vers le monde, vers les perceptions, vers l'avenir, et juste ramener l'attention ici maintenant à sa source. Se poser enfin profondément la question « Qui suis-je » qui est la question que la vie se pose déjà de toute façon au travers de chacun d'entre nous en permanence, mais c'est juste qu'elle est sans cesse refusée parce que on a des choses plus importantes à faire. Il faut d'abord
finir ses études, réussir sa vie, faire sa carrière, fonder une famille, préparer sa retraite. Tu vois. C'est un délire toujours de plus tard que maintenant et ailleurs qu'ici, tu vois. Il faut d'abord penser au sens qu'a le confinement. Ensuite, je m'occuperai de la question qui suit. Donc, il y a une sorte de fuite en avant, tu vois. Et parce que nous nous sommes contentés, en fait, de la définition que la société et le langage nous ont donnée de nous-mêmes. Donc, c'est l'occasion d'être honnête, vraiment. Parce qu'il n'y a que nous qui puissions nous enfermer dans une définition, profondément. Et ainsi oublier qui nous sommes vraiment. Et donc, c'est vrai, grâce au confinement, on a du temps. Du temps pour redécouvrir en soi le non-temps, ce qui ne change pas. Merci Dan. Le Voilà. confinement est une invitation à se demander qui suis-je. Merci. Ouais. Et j'ai juste envie de dire merci, tu vois. Merci au virus, merci au confinement, de mettre le doigt sur nos fonctionnements. Bien sûr aussi, merci au personnel soignant, merci aux éboueurs, merci à tous ces gens qui travaillent pour nous et qui s'exposent en première ligne, bien sûr. Mais je sens une gratitude plus globale, tu vois, pour tout ce qui est. Pour la santé, pour la maladie, pour la crise, pour la guerre, pour la paix, pour les victimes, pour les bourreaux. Une gratitude qui s'adresse à tout ce qui est. Parce que il nous est possible de réaliser que ce que nous vivons, ici, maintenant, quoi que ce soit, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, d'autres qui souffrent de tout ça, il y a des gens qui sont en faillite, donc il y a beaucoup de souffrance, mais il nous est quand même possible de réaliser que tout ce que nous vivons ici et maintenant, à chaque instant de notre vie, c'est exactement ce dont nous avons profondément besoin pour réaliser notre vraie nature qui, elle, est sans besoin. Donc voilà, j'ai juste envie de partager, de célébrer ce grand oui à tout ce qui est. Parce qu'il y a en chaque être humain, en chacun de nous, il y a une étincelle. Et si on ramène bien l'attention à l'intérieur, je pense que chacun d'entre nous peut découvrir ce champ de gratitude qui est en arrière-plan pour tout ce que nous vivons. Et à ce propos, d'ailleurs, pendant le confinement, souvent les contraintes nous rendent un petit peu créatifs. Je ne sais pas toi, mais en général, ça fonctionne comme ça dans l'art, quand il y a une contrainte. Et il y a une chanson qui m'est venue qui s'appelle Gratitude, justement. Alors, j'aimerais bien la partager avec les auditeurs. Avec plaisir. Et cette chanson, c'est un peu comme un message de l'un avec un grand U majuscule, qui s'adresse à lui-même, au travers, bien sûr, de chacun de nous, pour nous rappeler, pour nous dire « Tu es l'amour avec lequel je t'aime ». Et qu'on est tous faits de la même substance, de la même présence. Voilà ce qui me vient. Un grand merci, Dan. Merci à toi. Merci, Olivier. Nous, qui
savons tous deux que c'est lui qui se joue à travers nous. C'est ce que je sens là, gratitude, 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 pour tout ce qui est là, gratitude. Une histoire que l'on raconte avec les yeux sans les mots et qu'on vit dans le cœur. Gratitude, 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 pour tout ce qui est là, gratitude.